Fondamentalement, l'historien est relativement prudent. Il sait que le passé lui enseigne que ce que l'on avait prédit pour l'avenir n'arrive jamais et qu'il y a toujours des éléments qui viennent perturber la donne et que la redistribution des cartes modifie complètement les jeux annoncés. Donc c'est un exercice pour l'historien difficile. Ceci étant, je dois dire avoir et avouer un certain plaisir à présenter cette conférence aujourd'hui avec vous, parmi vous, plaisir qui tient à trois points. Le premier est d'abord de remercier le Fonds français d'alimentation santé de cette invitation, ce qui a un effet rajeunissant, ce qui est toujours agréable, puisque les relations scientifiques que l'on entretient aujourd'hui lors de cette conférence ont d'une certaine manière débuté avec Florence Trigler il y a une quinzaine d'années, lorsque l'on avait, dans le cadre de l'Université Paris IV à la Sorbonne, organisé un colloque sur l'histoire des innovations alimentaires. Donc ce colloque, qui a été publié en 2007, essayait déjà de poser un certain nombre d'éléments sur ce que pouvait être l'innovation, comment pouvait-on la lire et comment s'inscrivait l'alimentation en particulier dans cette perspective d'innovation. La motivation de ce colloque était très simple. Elle était liée évidemment aux chercheurs qui organisaient le colloque et mon origine est de partir par l'histoire économique et par l'histoire des techniques vers l'analyse de l'innovation. Et dans le contexte des années 2000, la crise de l'ESB posait un certain nombre de problèmes de recevabilité des innovations, d'attitude des consommateurs. Et donc dans le centre de recherche où je me trouvais à ce moment-là, les questions d'innovation se posaient comme des questions permettant d'interroger la construction sociale des techniques, c'est-à-dire comment la nouveauté peut être adoptée ou acceptée, ou au contraire, comment elle peut être refusée. Donc, cette invitation du Fonds, aujourd'hui, me ramène à des perspectives scientifiques et des origines anciennes. Et donc, j'en éprouve un plaisir tout à fait particulier. Le deuxième élément satisfaisant est que cette conférence s'inscrit aujourd'hui, effectivement, comme ça a été rappelé, dans le cadre des manifestations dans la perspective de Milan en 2015. Et donc, les contributions qui, aujourd'hui, peuvent être fournies à Tours, depuis l'université François Rabelais, alors où il y a évidemment un pôle alimentation que tout le monde connaît à peu près, qui est appuyé sur une chaire UNESCO dédiée aux patrimoines alimentaires dans le monde, qui compte un certain nombre d'enseignements sur l'alimentation, en sociologie, en anthropologie, en histoire, en nutrition, en gestion, en médecine, sur l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, qui est une structure d'appui de la recherche en Europe qui est particulièrement importante, avec une bibliothèque absolument extraordinaire. Et puis sur une équipe de recherche, dont vous voyez le logo affiché ici, l'équipe alimentation, qui rassemble un certain nombre de chercheurs en histoire, en sociologie et en anthropologie, pour essayer d'interroger justement, parmi certaines questions, celle de l'innovation alimentaire et celle de la recevabilité de l'innovation alimentaire, donc, qui prend des formes qui ne sont pas exclusivement contemporaines. Il y a aussi des formes d'innovation qui s'inscrivent dans le passé, dans un passé très lointain, et c'est le champ de réflexion sur lequel nous essayons d'insister. Donc je suis particulièrement heureux et fier que l'équipe Tourangelle soit associée au pavillon français pour cette présentation dans la perspective de Milan et des questions que l'exposition universelle pose. Et puis le troisième élément de satisfaction, c'est le fait qu'en effet, ces questions d'innovation et d'innovation alimentaire sont particulièrement renseignées par nos collègues sociologues et anthropologues, mais que les historiens finalement ont été moins sollicités jusqu'à une période récente pour essayer d'analyser les composantes de l'innovation alimentaire. Alors parfois on effleure l'histoire lorsque des entreprises alimentaires dans des stratégies de marketing très intelligentes font du storytelling, il est évident que l'on puise un certain nombre d'éléments du puzzle historique. Mais ce sont parfois que des éléments.
la réalité historique enseigne dans une profondeur d'analyse un certain nombre d'éléments supplémentaires qu'il faut mettre sur la table pour bien comprendre comment ces innovations ou comment l'évolution de l'alimentation peut se faire. Et d'avoir donc à présenter dans une dimension historique ce qu'est l'innovation alimentaire me plaît particulièrement parce que c'est d'une certaine manière la traduction des travaux sur lesquels on essaye de se pencher, avec un objectif qui est de communiquer, de s'ouvrir vers l'ensemble de la société. Il ne s'agit pas de faire de l'histoire savante pour l'inscrire uniquement dans des ouvrages, il s'agit d'avoir des éléments de transmission, de discussion, de connexion avec la société. Et alors, le thème de l'innovation vient tout à fait à propos, et il y a eu quelques points de démarrage de la technologie qui nous ont fait attendre. Rassurez-vous, rien n'était imprévu, au contraire, c'est une mise en condition, parce que pour bien comprendre comment se fait l'innovation, il faut savoir que rien ne se fait exactement comme on l'a prévu. Et donc vous avez eu, au contraire, le privilège, par rapport à une présentation qui aurait été normale, convenue et attendue, vous avez eu ce petit temps de latence qui fait que l'on peut, à partir de là, déterminer la différence qui existe entre l'invention et l'innovation. Donc vous êtes particulièrement heureux, sachez-le, parce que vous êtes entré dans la définition même de l'innovation par ce petit temps, ce qui me permet de souligner une différence, invention et innovation. On peut prendre n'importe quel journal, on peut prendre n'importe quelle émission, on peut prendre n'importe quel site sur Internet. Le terme d'innovation alimentaire, je ne me suis pas amusé à chercher sur Google combien il y a d'occurrences si l'on tape innovation alimentaire, mais je pense que c'est en plusieurs millions d'occurrences que l'on peut mettre en évidence les choses. Et il y a un travers d'interprétation. Entre innovation et invention, il y a des différences qui sont significatives et qui ont un rapport au temps. En réalité, on prend souvent pour innovation ce qui est simplement un changement. Il me semble que l'innovation résulte d'un processus qui s'inscrit dans la durée. Et c'est la problématique de mon propos. Une invention ou un changement peuvent introduire évidemment la nouveauté. En revanche, pour qu'il y ait innovation, si l'on se réfère à la construction sociale des techniques, il faut qu'il y ait un temps d'acceptation, qu'il y ait un temps d'appropriation de ce changement. Et c'est toute la durée de ce temps d'appropriation du changement qui crée l'innovation. C'est-à-dire que l'on est dans une démarche innovante à partir du moment où un changement, un produit nouveau, une recette nouvelle, une technologie nouvelle, l'importation d'une tendance culturelle, alimentaire, nouvelle, exotique. Ce changement peut être présenté à des consommateurs, des acheteurs, des clients, des citoyens, des entrepreneurs. Bon. Mais le changement ne signifie pas forcément innovation. On peut très bien introduire une nouveauté et que cette nouveauté échoue. On peut très bien introduire une nouveauté et que seulement une partie des consommateurs s'en saisissent. Ça ne signifie pas forcément qu'il y a une diffusion très large. Pour qu'il y ait innovation, il faut qu'il y ait à la fois un temps relativement long et en même temps qu'il y ait une appropriation par une masse significative d'utilisateurs de ce changement. C'est ce que permet de comprendre l'histoire de la construction sociale des techniques. C'est-à-dire que les processus d'innovation résultent en fait d'une rencontre et d'un arbitrage. La rencontre, c'est entre l'émetteur de la nouveauté et puis le récepteur qui va intégrer ou pas, s'approprier ou pas cette nouveauté. L'arbitrage, il se fait en fonction de ce que l'utilisateur potentiel veut bien créditer à l'innovation. Et qu'est-ce que l'on peut créditer à une invention, un changement ou à une innovation? C'est avant tout une question de confiance. Il faut que l'usage de la nouveauté rentre dans un processus de confiance. S'il n'y a pas cet échange de confiance entre l'acceptation et l'utilisation, l'innovation ne fonctionnera pas.
ou en tout cas, le changement sera sur une petite échelle, mais certainement pas sur une très grande échelle. Donc, la question de la confiance, la question de la rencontre et de l'utilité de l'utilisation du changement est le facteur absolument déterminant qui va engendrer que l'on accepte ou que l'on n'accepte pas, et que l'innovation se diffuse. Ce qui engendre l'introduction d'un autre paramètre. Le changement introduit nécessairement une rupture. Or, c'est de l'acceptation de cette rupture que l'innovation peut naître. Et confronté à la rupture, on met souvent en bascule ou en confrontation la tradition, comme s'il y avait une sorte d'univers dans l'histoire entre, d'un côté, l'univers présent qui est celui du changement et qui est donc nécessairement incertain, voire inquiétant, et puis un univers précédent qui est plutôt celui de la tradition, qui serait un univers à la fois stable, sûr, et que l'on a tendance à enjoliver. C'est une sorte de syndrome de la belle époque, c'est-à-dire c'est forcément mieux avant. L'histoire des innovations alimentaires enseigne exactement le contraire. C'est-à-dire, d'une part, que la tradition n'est en réalité qu'une construction qui procède elle-même d'une innovation. En fait, la tradition n'existe que parce qu'il y a un changement qui apparaît, qui déclasse un changement précédent et qui fait de ce changement précédent, en fait, une situation stable ou instable, parce que justement l'innovation va engendrer ce changement et l'instabilité, donc le bouleversement des habitudes. Alors on a tendance à parer la tradition du critère de stabilité, et en réalité, la tradition n'est rien d'autre qu'une innovation qui s'achève, qui prend fin, et qui elle-même a été substituée à une autre situation qui elle-même procédait éventuellement d'une innovation précédente. Donc ça me permet de souligner que le principe de l'innovation et le rapport entre innovation et tradition est une bascule particulièrement instable et que d'autre part elle s'inscrit dans un temps relativement long. Alors il reste à souligner un élément pour avoir les paramètres de l'équation que l'on va essayer de résoudre ce matin, qui est de comprendre comment fonctionne cette innovation. Alors, il me semble qu'elle fonctionne à partir de trois éléments. D'une part, il y a des sources à l'innovation. Ces sources sont multiples et quand on cherche les causes de l'innovation, on doit mettre en situation des phénomènes qui relèvent pour l'alimentation de techniques, de sciences, de marché et de données culturelles. D'autre part, il faut mettre en avant le fait que l'innovation introduit une pluralité d'acteurs. L'innovation n'est pas le fait d'une personne. L'innovation est le fait d'une rencontre et d'un cercle qui fonctionne avec des processus d'échange, d'acceptation, de refus, de crainte. Et donc, c'est la pluralité des acteurs en jeu qui fait qu'une innovation peut s'instruire dans la durée ou pas. Et puis, il y a une nécessité pour que l'innovation puisse exister au regard de l'histoire, une nécessité d'évidence. Il faut que le changement soit utile. Alors, derrière utile, on peut mettre acceptation culturelle, on peut mettre acceptation d'un produit nouveau parce qu'il rend service, on peut mettre des logiques de marché, c'est moins cher et ça se substitue bien à une situation établie, donc on va l'accepter parce qu'on y trouve un avantage, ou parce que c'est utile. S'il n'y a pas ce que je nomme une commutation d'usage pour pouvoir substituer un produit, une recette ou une situation alimentaire à une autre, s'il n'y a pas cette commutation d'usage, l'innovation ne fonctionnera pas. Donc ça veut dire que fondamentalement, même s'il y a des paramètres culturels qui concourent à l'innovation alimentaire, il y a toujours derrière des logiques de marché. Et donc on est amené à s'intéresser et à se questionner sur le mode de fonctionnement de ces logiques de marché. Est-ce que c'est uniquement une question d'offre et de demande, de bonne rencontre d'offre et de la demande, ou est-ce qu'il y a des paramètres qui s'insèrent dans ce dispositif et qui rendent les choses compliquées? Alors, je vais essayer en une demi-heure, trois quarts d'heure de répondre à ces questions. Le problème d'un historien, c'est que, en fonction du point de départ où il se situe,
il peut rester avec vous pendant quelques minutes ou plusieurs mois. Donc je vais essayer de résumer mon propos en quelques minutes pour parvenir à quelques éléments de réponse en sachant d'entrée de jeu que l'on n'épuisera pas le sujet. Et la réponse à la question, l'innovation alimentaire est-elle acceptable? Si je suis parfaitement honnête, et je le suis, l'innovation alimentaire est-elle acceptable? Je vais vous répondre en réalité que je n'en sais absolument rien. Sauf qu'il y a quand même des éléments de compréhension que l'on peut mettre sur la table pour essayer d'apporter des éléments de réponse. Je n'en sais rien parce que acceptable voudrait dire que je me projette dans l'avenir. Ce sur quoi je peux renseigner, par contre, c'est pour quelles raisons, à certaines époques et dans certains contextes, l'alimentation et l'innovation alimentaire a pu être acceptable. Alors le premier élément qui me semble nécessaire de mettre en évidence, je l'ai déjà évoqué, c'est le fait que l'innovation s'inscrit dans un processus relativement long, processus qui est récurrent et qui est lié à plusieurs facteurs. Celui de l'industrialisation, sans aucun contexte autre que l'époque contemporaine. On peut considérer que l'industrialisation est un facteur absolument clé de l'innovation alimentaire, mais l'innovation alimentaire a existé aussi avant que l'industrialisation ne soit un processus régulier. Des innovations alimentaires existent dans des systèmes artisanaux parce qu'il s'agit d'introduire des nouveautés qui sont parfois des nouveautés à peine visibles, à peine perceptibles, mais ce sont quand même des nouveautés qui modifient un produit ou qui modifient une situation et qui engendrent des changements. Transfert de techniques, l'innovation alimentaire n'est pas seulement le fait d'une recherche précise sur une technologie, mais parfois du croisement ou de l'échange entre des filières et des techniques que l'on réemploie dans l'alimentation, mais qui, a priori, au départ, ne leur étaient pas destinées. Et puis l'innovation alimentaire est un processus récurrent parce qu'elle s'inscrit dans des contextes extrêmement différents qui sont nécessairement ceux de consommateurs ou d'acheteurs dont les goûts sont extrêmement diversifiés. Alors on peut de là tirer un enseignement clair, c'est que l'innovation alimentaire est un processus très complexe dont l'acceptation dépend d'un certain nombre de facteurs. Si l'on se focalise sur la période très contemporaine, ce que j'appelle période très contemporaine, c'est-à-dire en fait 19e et 20e siècle, il y a un certain nombre d'éléments ou d'exemples que l'on peut mettre en situation pour essayer de comprendre ce processus d'innovation. Quelles en sont les causes? Bon, les exemples que j'ai rassemblés ici sont tous significatifs. À la fin du XVIIIe siècle, lorsque la batteuse est introduite, c'est une semaine de travail que l'on remplace par 12 heures. Il y a incontestablement dans ce processus d'innovation, on est là dans l'innovation agricole, mais qui a des effets ensuite en aval sur l'innovation alimentaire, on est dans un processus d'utilité de force de travail. L'introduction des moissonneuses, de la même manière, contribue à augmenter très régulièrement le rendement. Bon, le rendement qui peut avoir des effets en termes de production alimentaire qui permet de mettre sur le marché des quantités d'aliments nouveaux. Autre exemple, le mélangeur de cacao. Alors c'est une histoire assez jolie, l'histoire du mélangeur de cacao. C'est un ingénieur du nom de Poincelet qui, en 1811, en répondant à un concours organisé par la Société d'encouragement à l'industrie nationale, a mis au point une technologie pour développer un système permettant de mélanger plus finement le cacao. Ça n'aurait pu être qu'une invention, qu'un dessin d'ingénieur, et puis un brevet et une récompense. On est passé au-delà lorsque plusieurs industriels ont adopté ce mélangeur. Caillé le Suisse en 1819, Meunier en 1825, Suchard en 1826. En réalité, que se passe-t-il? Pour quelles raisons il y a là innovation? Il y a modification et innovation parce que l'on passe d'un travail qui était assumé par 7 ouvriers, par une main-d'œuvre
qui avait un travail dont la qualité n'est pas nécessairement à remettre en cause, mais la standardisation du processus, elle, peut l'être. La machine introduit une fiabilité de la technique qui va permettre ensuite de mettre sur le marché une production non seulement accrue, mais en même temps une production qui va être beaucoup plus régulière. Donc il y a une utilité à l'innovation qui est liée à des considérations économiques. On retrouve la même chose en 1835 lorsque, dans l'ère marseillaise, l'invention de la presse marseillaise va permettre la trituration des graines dont il y a déjà une grande expérience locale et qui annonce en réalité le développement d'une industrie marseillaise de la trituration des graines que l'on va retrouver tout au long du XIXe siècle. Et là, on est véritablement dans un processus d'innovation, c'est-à-dire que l'adoption d'une technologie nouvelle va permettre de fonder, on le saura après, évidemment, une industrie qui bénéficie d'une expérience technique, d'un savoir-faire technique, qui va contribuer à développer, bien entendu, une logique de filière avec les huileries marseillaises en particulier. Les autres exemples peuvent être mentionnés simplement comme ça pour le renseignement. Lorsque Knorr, en 1873, lance la vente de bouillon en sachet, ce qui va faire l'acceptation de cette transformation, c'est le fait que ça réponde exactement à un usage nécessaire qui est celui de la consommation alimentaire populaire. Donc il y a une sorte de calage, vous voyez, entre l'invention qui aurait pu rester simplement une invention et sa diffusion qui devient un processus d'innovation. Même manière, arracheuse de betteraves en 1886, la machine à peler les pommes de terre en 1929, la déshydratation de la pomme de terre en 1942. Voilà une histoire qui pourrait encore être intéressante à conter, c'est la nécessité de fournir avec une alimentation acceptable l'armée américaine. En réalité, est-ce que c'est une innovation absolument considérable? C'est une innovation, oui, parce que le développement de la consommation de ces pommes de terre déshydratées va permettre d'alimenter sur de grandes échelles l'armée américaine, avant de devenir la base d'une industrie alimentaire. Est-ce que c'est si nouveau que ça? Lorsque je parle d'innovation comme processus récurrent, en fait, dans l'espace andin, l'utilisation de la pomme de terre déshydratée est d'une certaine manière déjà acquise lorsque la recette du chugno, qui consiste à faire alterner des périodes de soleil et de gel à des pommes de terre pour les réduire pratiquement comme des cailloux et les réemployer après, c'est un processus de déshydratation. Alors, est-ce que scientifiquement, précisément, on va appeler ça déshydratation? Non, mais en tout cas, c'est un processus de transformation d'un produit alimentaire qui, vous voyez, existe déjà. Et lorsque une technologie nouvelle introduit la possibilité d'aller plus loin, eh bien, on va entrer dans un processus d'innovation qui va déclasser en fait ce qui était auparavant déjà une innovation. Et à ce moment-là, les procédés précédents deviennent des procédés que l'on va considérer comme traditionnels. Ce qui est intéressant pour la période très contemporaine, c'est le fait qu'on a le sentiment véritablement d'une intensification de l'industrialisation, donc d'une floraison de procédés mécaniques ou de procédés techniques qui contribuent à développer des phénomènes de simplification du travail ou d'amélioration des technologies. Alors, on pourrait prendre de très nombreuses filières. Voilà un exemple d'un catalogue d'écrémeuses centrifugeuses de la marque Alfa Laval. On est donc dans la filière des produits laitiers, dans l'obtention de la crème, dans le barattage. Ce document de 1889 vous montre surtout la diversité des produits qui sont déjà proposés aux industriels pour permettre des processus d'innovation qui peuvent s'insérer en chaîne. On parle de malaxeurs, on parle de barattes, on parle d'écrémeuses. En fait, c'est toute une chaîne industrielle qui se met en place. Donc là, on est dans l'invention lorsqu'Alfa Laval met sur le marché une machine. On est dans l'innovation lorsque l'utilisation de ces machines se développe dans plusieurs beurreries ou laiteries. L'industrie alimentaire est donc appuyée sur ce phénomène de découverte, d'invention, de techniques nouvelles
régulière. Je souligne bien le propos, j'insiste sur la période contemporaine, mais on pourrait mettre en situation des inventions et des nouveautés artisanales ou industrielles pour les siècles antérieurs de la même manière. C'est le phénomène de densité qui serait différent, mais en réalité, il y a des processus d'invention réguliers. Un deuxième élément me paraît intéressant, c'est le fait que l'industrie alimentaire ne produise pas nécessairement de manière endogène ces innovations et ces transformations. Ce sont parfois des applications qui procèdent d'autres technologies utilisées dans l'industrie alimentaire qui concourent à modifier des procédés ou à introduire des changements. Quelques exemples. Lorsqu'en 1839, on met au point le broyage du cacao, la machine qui va servir à broyer le cacao, c'est en fait une machine qui était utilisée, c'est une technique qui était utilisée dans le broyage, dans la préparation des couleurs. Donc c'est simplement un transfert d'une filière à une autre pour pouvoir utiliser l'utilité de cette machine dans un autre contexte. Lorsque l'on applique la torréfaction au gaz, au grillage du cacao, la technologie gazière n'a pas été inventée pour l'alimentation. Simplement, on peut y trouver des avantages qui sont ceux de la réduction du temps, de la précision du résultat. Et donc, dans un contexte, et ce qui est important, il me semble, dans la compréhension du fonctionnement de l'innovation, c'est de saisir qu'il y a un contexte favorable qui permet d'utiliser des technologies nouvelles et qui sont employées ensuite pour modifier une technologie, un processus de fabrication, voire même un produit. L'industrie brassicole pourrait donner aussi un exemple assez significatif de ces transferts de technologie. L'industrie brassicole développe ses propres innovations, ses propres nouveautés, des machines à étiqueter, tirage sous pression, lavage automatique des bouteilles, etc. Il y a une dynamique dans cette industrie, une dynamique de création et d'inventivité. Bon. Ça n'empêche que l'inventivité de cette industrie est complétée par les apports d'autres technologies ou d'autres inventions qui viennent se greffer sur l'évolution de l'industrie brassicole. Les travaux de Pasteur sur les levures sont faits auprès de la brasserie Tourtel pour pouvoir améliorer un certain nombre de dispositifs ou de connaissances scientifiques. Les machines réfrigérantes de Carré ne sont pas nécessairement destinées à l'industrie brassicole et en réalité, elles sont intégrées dans l'industrie brassicole au bout d'un certain temps. Les wagons réfrigérés, lorsqu'ils sont mis au point par les compagnies ferroviaires, créent une possibilité d'innovation, créent un contexte favorable à l'innovation lorsque les brasseurs veulent faire circuler sur de longues distances leur fût de bière. Le fait qu'ils puissent le faire voyager par des wagons réfrigérés porte la bière en dehors des aires de consommation traditionnelles où elle était consommée auparavant. Donc, le wagon réfrigéré n'est pas une invention de l'industrie brassicole. Mais par contre, l'industrie brassicole trouve dans le wagon réfrigéré un vecteur de modification de son marché et donc de diffusion d'une innovation. Donc vous voyez, on ne peut pas juger une innovation alimentaire seulement pour elle-même. Il faut la réinsérer dans tout un contexte, et c'est ce que l'histoire permet évidemment de faire. Alors, on pourrait détailler très longuement, faire une longue liste chronologique de l'essor des industries agroalimentaires. On pourrait prendre par filière, on pourrait multiplier, on pourrait faire un catalogue de l'évolution des industries agroalimentaires en montrant que toujours la pluralité des goûts vient rencontrer la diversité des productions. Et c'est une histoire d'inventivité. Évidemment, chaque industriel pourrait poser sur la table, dire « mon industrie, ma filière est la plus innovante et la plus inventive ». On pourrait prendre l'industrie des télécommunications et considérer que l'on est là au cœur d'un processus, d'une dynamique d'innovation permanente. Et l'alimentation, les filières alimentaires, je suis souvent frappé par ce sentiment, peinent à démontrer que c'est un secteur, ce sont des filières dans lesquelles l'inventivité est permanente. Le monde de l'alimentation est un monde d'invention permanente. Qu'il s'agisse de produire, ou qu'il s'agisse de transformer,
ou qu'il s'agisse de parer, ou qu'il s'agisse de servir à table. Il y a un processus de nouveauté et d'adaptation toujours à changer le goût, apporter quelque chose de nouveau, élargir le champ de possibilités, qui est le processus même de l'histoire de l'alimentation. Depuis les origines que l'on pourrait prendre en compte pour comprendre l'évolution de l'alimentation, on voit bien que sans cesse, le marché des possibilités alimentaires n'a cessé de s'élargir. Et donc là, il y a une inventivité qui devrait être mise en avant, d'un point de vue historique, comme un facteur de réussite, et non pas nécessairement, comme ça l'est plus souvent, comme presque un facteur de culpabilité. Regardez, entre 1819 et 1879, la diversité alimentaire qui est créée, le processus d'innovation qui est introduit, lorsque l'on passe du bâton de chocolat, simplement la création d'un bâton de chocolat, au chocolat en poudre, puis au chocolat aux noisettes, puis aux tablettes à croquer, puis au chocolat en poudre aromatisé, puis aux œufs en chocolat, puis au chocolat au lait, puis au chocolat fondant. Bon, on pourrait continuer comme ça relativement longtemps. C'est bien une question de pluralité des goûts. Si le chocolat aux noisettes est introduit sur le marché, ça n'est pas la volonté d'industrialiser le marché du chocolat. C'est évidemment des considérations techniques, ce sont des considérations de filière, ce sont des considérations de marché aussi, puisqu'il faut que ce soit rentable. Mais si l'innovation prend corps, c'est bien qu'il y a en face des consommateurs qui sont prêts à l'accepter, ou qui trouvent un intérêt ou une utilité particulière à ce qu'il y ait 2 noisettes dans un carré de chocolat, alors qu'il n'y en avait pas auparavant. Je prends un exemple récent, plus récent encore, de l'inventivité, la marque Bell, 1938, 51, 60, 86, 88, 91. Bon, j'ai pris que quelques dates, mais je pourrais les multiplier. Voilà la trace d'une inventivité permanente qui atteste la pluralité des goûts. L'apéricube, dans le contexte des années 30, n'a pas de sens. Dans le contexte d'une certaine mobilité, d'une certaine modernité de la sociabilité alimentaire des années 60, est en phase avec le marché. L'introduction d'un enrichissement de la vache qui rit avec des noix dans les années 90 répond à la fois à un contexte qui est d'un côté sur des produits de terroir, de l'autre sur l'introduction de produits alimentaires plus compliqués, de l'autre encore la satisfaction du consommateur par des ingrédients qui sont en vogue, parce qu'ils racontent toute une histoire. Tout ceci est une affaire de contexte. Alors, ça engendre évidemment la création d'un marché de masse, dont je voudrais quand même vous donner la mesure avec un seul exemple. Voilà une facture à gauche de l'entreprise Lefebvre-Utile, avec ces trompettes de la renommée qui volent au-dessus des immenses usines de Nantes, dont il ne reste d'ailleurs aujourd'hui que bien peu de choses. La tour avec la boîte de biscuits incarnant la marque Lu. Tout ceci est la démonstration sur la facture, en réalité, d'un certain nombre de signes de notoriété et de signes qui, pour le consommateur des années 1920, 1930, 1950, sont des signes d'acceptabilité de la transformation des produits que Lu peut proposer. Lorsque Lu met sur le marché dans les années 30 ou 50 des produits nouveaux, il y a toute une notoriété contextuelle qui entoure la marque. Et le consommateur peut l'accepter parce que justement, il y a une relation de confiance qui s'est instruite à travers des critères que l'on retrouve ici sur la facture. Les critères de confiance à la fin du XIXe siècle, quels sont-ils? Ils sont le fait de grandes industries, donc d'établissements industriels où la propreté et la standardisation du produit est un critère de qualité. C'est exactement une version absolument inverse de celle que l'on pourrait promouvoir aujourd'hui. Un industriel qui commencerait par mettre en avant le caractère très industrialisé de sa production alimentaire courrait un risque. Et en réalité, est-ce qu'il courrait vraiment ce risque du point de vue de l'innovation ? Est-ce qu'il ne rendrait pas son innovation plus acceptable en étant d'une transparence totale pour montrer aux consommateurs exactement ce que l'on fait? Alors évidemment, il y a des logiques de marché, de marketing, etc. qui viennent perturber le jeu. Il ne s'agit pas non plus d'être un candide. Mais en tout cas, là, dans le contexte des années 1900, c'est un atout.
c'est un atout de vente, c'est un atout pour l'innovation. La situation à Nantes, la multiplication des médailles sont aussi rappelées sur cette facture comme des signes de notoriété. Le phare de Nantes qui éclaire les consommateurs avec sa boîte de biscuits sont des signes qui doivent donner confiance aux consommateurs. Et c'est bien cet élément de confiance dans la marque au moment où l'industrie alimentaire se développe et une consommation de masse commence, c'est bien cet instrument de la confiance qu'il a fallu proposer aux consommateurs comme le gage, comme l'assurance du développement d'un marché. Et vous voyez comment fonctionne la confiance. En 1846, c'est donc un pâtissier formé à une tradition biscuitière de Reims qui décide de s'installer à Nantes avec une logique de marché, une logique d'entrepreneur. Pourquoi va-t-il s'installer à Nantes? Parce qu'il faut produire du biscuit pour l'embarquement et pour les bateaux. Il faut produire du biscuit de mer. Donc là, il y a un marché à proximité et il est intelligent de se délocaliser près du marché. Lorsqu'en 1860, l'entreprise commence à se mécaniser, c'est véritablement dans cette perspective de production de masse. Et vous voyez comment fonctionne l'innovation. 1882, les surfaces de l'usine passent de 150 à 2000 m². 1888, lorsque le petit beurre, ce fameux petit beurre a été lancé, eh bien, 3 tonnes de biscuits produites à la fin de l'année, c'est la preuve du placement sur le marché d'un produit nouveau qui est amené à créer la nouveauté et le changement, mais qui répond à une demande et qui tire en même temps derrière des problèmes d'innovation alimentaire. Voyez les matières premières qu'il faut. En 1888, il faut 2 tonnes de farine, 250 kg de beurre, 400 litres de lait, 6500 œufs par jour pour pouvoir produire tout ça. Donc derrière cette industrialisation, il y a tout un phénomène d'innovation alimentaire qui se déploie. Et l'innovation alimentaire, est-ce que c'est la sortie du petit beurre par l'entreprise Lu, ou est-ce que c'est l'ensemble de la chaîne qui va devoir concourir à la fourniture des œufs pour pouvoir faire ces biscuits? 1897, 15 tonnes de biscuits par jour. 1913, 20 tonnes de biscuits par jour. Quelque part, il y a bien une relation de confiance qui a dû s'établir entre les consommateurs et le biscuit qui lui aurait proposé. Question de confiance ou question d'utilité. Lu, c'est un exemple. On peut en prendre un autre, le cas de l'entreprise Meunier. Vous ne le sauriez pas, et je vous dirais, nous sommes dans un atelier de Ford en 1920 à l'emballage d'écrous. Vous me feriez confiance, à tort, mais vous me feriez confiance. En réalité, on est dans l'entreprise Meunier à Noisiel qui produit en 1913 16 000 tonnes de chocolat, la moitié du chocolat de ménage. Donc il y a dans ce déploiement de l'industrie alimentaire des effets de masse qui s'appuient sur des connaissances nouvelles, sur des technologies nouvelles et qui permettent de créer un contexte de développement de techniques, de produits, d'habitudes nouvelles et nouveaux qui concourent évidemment à transformer l'univers alimentaire des contemporains à partir du XIXe siècle par la conjonction de ces différents éléments qui sont pour les uns l'industrialisation et pour d'autres la mise au point de produits nouveaux, de processus nouveaux, appuyés sur le transfert de certaines connaissances scientifiques. Parce que dans les causes de l'innovation, dans les sources de l'innovation, il faut évidemment mettre en relief le fait que ça n'est pas uniquement une question de technique et de développement industriel, mais c'est un ensemble de connaissances scientifiques qui concourent évidemment à la transformation. Transformation de connaissances que l'on peut aussi bien regarder ou observer dans le domaine agronomique, la mise au point de blé hybride par exemple en 1880, ou dans le rayonnement intellectuel, scientifique et de connaissances par exemple de la chimie agricole française, ou de la volonté d'instruire des règlements ou des contrôles nouveaux, par exemple lorsqu'il s'agit de lutter contre les fraudes alimentaires. Tout ceci concourt à développer un univers, une sorte de nuage scientifique autour, contextuel,
qui permet à l'innovation de prendre racine. Alors, on ne va pas non plus faire l'inventaire des changements scientifiques et des grandes phases de changement, mais il y a parfois quelques éléments qui ont infléchi le cours de l'innovation alimentaire. C'est le cas évidemment des travaux de Pasteur, ce sont les travaux de réseaux de connaissances scientifiques qui, en introduisant de nouvelles connaissances ou de nouveaux savoirs, ont concouru à développer le phénomène de l'innovation. Travaux de Liebig, travaux de Dumas. Lorsque l'on met un nom sur les vitamines, eh bien, on enrichit l'ensemble de l'univers de connaissances. Et puis, ces connaissances ne sont pas exclusivement celles des scientifiques, elles sont aussi celles d'enquêteurs sociaux qui contribuent à analyser la situation alimentaire de certaines populations, donc qui créent des connaissances statistiques, des données. L'ensemble des précisions et du flux de connaissances qui encadre et entoure le domaine alimentaire à partir du XIXe siècle engendre nécessairement un contexte qui devient favorable pour introduire le changement dès lors que les consommateurs l'accepteront. Alors, on en voit aussi la traduction par le prosélytisme dont font preuve un certain nombre d'écrivains, d'auteurs, d'ingénieurs, de techniciens qui répandent ces connaissances. Pour qu'il y ait innovation, il faut aussi que dans le phénomène d'acceptation, pour que l'innovation alimentaire soit acceptable, il faut que le contexte de connaissance se prête à l'acceptation. Et par exemple, l'hygiène dans les laiteries a procédé de la mise en œuvre d'un certain nombre de connaissances techniques vulgarisées ou diffusées à travers des manuels d'apprentissage, des manuels professionnels. Et puis par la diffusion aussi de la connaissance dans des cercles multiples. Voyez par exemple ce que l'on dit à la Chambre des députés en 1930 pour montrer comment les questions peuvent être prises en compte en termes d'innovation. On pourrait considérer que tous les apports sur les connaissances scientifiques de la laiterie et de l'hygiène de la laiterie, acquis dès le milieu du XIXe siècle, se sont répandus rapidement. Eh bien là, vous avez une démonstration exactement inverse qui montre que l'innovation peut prendre un certain temps. Avant que des laiteries soient parfaitement propres et hygiéniques, il a fallu du temps pour que l'acceptation se fasse et que les connaissances soient intégrées par tous ceux qui étaient acteurs de cette innovation. Vous voyez, en 1930, ce que l'on dit à la Chambre des députés, on ne se préoccupe guère que du mouillage du lait, donc de la fraude, ce qui n'est que du ressort de l'inspecteur des fraudes, mais le lait est le vecteur par excellence de la tuberculose et aucun lait ne devrait être livré à l'alimentation sans avoir reçu à ce sujet une estampille. Trop d'étables sont des taudis ignobles, mal aérés, mal éclairés et qui constituent pour les bovins les mêmes dangers que les taudis pour les humains. Vous voyez dans quel contexte on se pose la question. Est-ce que la véracité scientifique des assertions est juste? Ça n'est pas le problème. Le problème, c'est de percevoir qu'en 1930, vous voyez, plus de 70 ans ou 80 ans après avoir vu émerger des traités sur l'hygiène de la laiterie, eh bien, on en est encore à se poser, dans un contexte politique, un certain nombre de questions sur l'acceptation ou la transformation de ces laiteries et de l'hygiène qui doit y régner. C'est une preuve de la lenteur de l'adoption de l'innovation. L'innovation, pour être adoptée, doit prendre du temps, sauf si elle répond immédiatement à un usage de marché. On pourrait déployer le même propos à propos des conserves. L'introduction de la nouveauté de la conserve dès la fin du XVIIIe siècle laissait entrevoir des solutions de facilité aux conserveries. Et si ces conserveries se sont développées dans des univers multiples, particulièrement en Allemagne, particulièrement en Italie, parfois parce que c'était des solutions économiques nouvelles, parfois parce que la technologie était plus rentable, il n'en reste pas moins qu'en France, la technologie de la conserve a été relativement lente à être introduite et à acceptée, soit parce que la conserve était un produit de luxe, c'est le cas des sardines par exemple dans les années 1830, soit parce que les craintes de la population, le manque de confiance que j'évoquais tout à l'heure, empêchait que cette conserve industrielle se diffuse. Là, l'innovation ne fonctionne pas.
il faut du temps avant qu'une masse significative de consommateurs accepte la conserve. Et l'innovation, le mécanisme de l'innovation, vous voyez sa complexité. J'embrouille de plus en plus le propos parce que la complexité de l'adoption de la conserve apparaît à travers le propos que l'on peut relever dans un ouvrage des années 30 d'un ingénieur qui consacre un traité à la fabrication familiale de toutes les conserves et confitures à la portée de tous et qui va tenir dans son texte un discours qui montre exactement ce que je veux souligner, c'est-à-dire l'absence de confiance du consommateur face à une invention ou à un changement peut entraver l'innovation. Et le consommateur, dans le même temps, peut au contraire rester fidèle à ce qu'il estime sa tradition personnelle. Et sa tradition personnelle peut être exactement l'inverse de ce que l'innovation permettrait de modifier dans ses pratiques et de ce que l'innovation industrielle permettrait de gagner en termes de sécurité. Voilà un consommateur qui refuse la conserve industrielle. Crainte de la boîte, crainte des effets de la conserve. Et voilà ce que l'ingénieur dit ou démontre à propos des conserves familiales. Donc on n'est pas dans la conservation industrielle. On part du principe que la conserve industrielle n'est pas acceptée par le consommateur. L'innovation n'est pas introduite. Voilà ce qu'il dit. En France, sur 12 millions de ménages, on en compte les 3/4 se livrant à la fabrication familiale des conserves, de fruits, de légumes, viande, pâté, cornichons. Alors, il faut reconnaître qu'ils font leurs conserves par les moyens les plus primitifs, bouteilles ordinaires bouchées avec des bouchons de liège, saloir regrettable parce que mal commode. Toutefois, cet inconvénient ne se chiffre que par une perte de temps et une marchandise mal présentée. Mais chose beaucoup plus grave, c'est que ces moyens primitifs sont en même temps extrêmement dangereux. Il ne faut pas avoir peur de le dire et de le crier même. En France, chaque année, des centaines de milliers de personnes meurent par l'ingestion de denrées alimentaires conservées par des procédés primitifs, conserves dans des bouteilles ordinaires, prises pêle-mêle au hasard avec des goulots de diamètres différents, mal nettoyés, car le fond n'est pas accessible, puis rempli difficilement en broyant la marchandise, bouché avec un bouchon ordinaire, retenu avec un fil de fer. Qu'est-ce que ce texte démontre ? En réalité, il démontre que le même consommateur qui refuse l'innovation industrielle de la conserve dans laquelle il n'a pas confiance, a une confiance absolue dans ses propres procédés parce qu'il les voit et parce qu'il les maîtrise. Et qu'en réalité, c'est plus dans la confiance, c'est plus dans l'industrie qu'il devrait avoir confiance que dans son procédé personnel où il introduit lui-même un certain nombre de défauts qui, du point de vue de l'hygiène, sont plutôt inquiétants. Des sources d'innovation donc qui sont multiples et qu'elles passent par l'industrie, par la science ou par un certain nombre de contextes. Pour que l'innovation soit acceptable, il faut que les acteurs qui concourent à cette innovation se rencontrent. Et les acteurs sont très nombreux. La construction sociale des techniques, qui est le moyen d'analyser le développement de l'innovation, enseigne que toutes les relations d'acceptation et de refus entre des acteurs qui ont des enjeux et des modes de raisonnement différents. Pour qu'il y ait innovation, il faut qu'il y ait confiance. Et il faut qu'il y ait utilité du changement ou du procédé nouveau. La confiance, elle est introduite par l'acceptation ou non que le consommateur manifeste, par les facteurs de refus qu'il faut percevoir, puisqu'ils sont autant de blocages vis-à-vis du consommateur, par le risque que les filières alimentaires créent en permanence, puisqu'il y a le risque de la non-acceptation de l'innovation, et donc, pour parer ce risque, la nécessité que les porteurs de l'innovation alimentaire doivent toujours avoir en tête, qui est la nécessité de communiquer, d'informer, bref, de faciliter la médiation qui va introduire la confiance, qui va permettre le développement de l'innovation alimentaire. L'information du consommateur, elle passe par des mécanismes multiples. Elle est passée évidemment de manière intense, à partir de la fin du XIXe siècle,
par le recours à la publicité. Je dis à la fin du XIXe siècle, mais au fond, à la fin du XVIIIe siècle, lorsque l'on édite le Gazettin du comestible, dans lequel on liste, par exemple, la qualité de certains pâtés qui peuvent être saisis chez tel épicier à Paris, on est exactement dans la même perspective de diffuser de l'information, de communiquer sur le produit, sur la qualité de ce produit, et puis sur le développement d'un marché. Ce n'est évidemment pas un marché de masse, mais on est bien dans le développement d'une information et d'une réclame, le terme que l'on utilise à la fin du XIXe siècle. Alors, pour informer le consommateur, pour lui faire accepter l'information, il faut porter à sa connaissance, évidemment, ce que l'innovation va lui permettre de gagner, en quelque sorte. Du coup, les étals de manifestation, les étals de communication, les foyers à partir desquels on peut rentrer en contact avec le consommateur sont des éléments déterminants de cette information, cette communication qui va permettre la naissance de l'innovation, puisque là, on est simplement à proposer le produit nouveau. Alors, où les expositions universelles, les foires, les salons de toutes sortes sont évidemment de grands théâtres de communication avec le consommateur. Et puis, il y a des sphères multiples de consommateurs, donc des sociétés qui se donnent un objectif, comme par exemple la société d'acclimatation, dont je donne ici l'exemple, qui, à partir de 1854, organise des déjeuners ou des dîners de démonstration avec des produits exotiques, s'inscrit dans une démarche qui est celle de l'innovation, c'est-à-dire de faire connaître des choses nouvelles, parce que mentalement c'est excitant, parce que gustativement on y trouve quelque chose de nouveau, parce que c'est un univers nouveau que l'on se crée, on ouvre des espaces. Bon, eh bien, ces déjeuners ou ces dîners qui sont organisés à la société d'acclimatation ne touchent que quelques consommateurs, quelques personnes. On n'est donc pas du tout dans un processus d'innovation. Mais petit à petit, ce qui est important, c'est que ce média-là permet de faire connaître, donc communiquer, donc informer, pour pouvoir instruire une forme de confiance. Et des procédés multiples sont utilisés, évidemment, et on peut illustrer l'innovation alimentaire, l'acceptation de l'innovation alimentaire par ces différents types de médias. Vous voyez deux étiquettes de maroilles de deux époques pas très éloignées l'une de l'autre, et vous voyez la stabilité de la communication. Stabilité de la communication avec la même fermière qui manifeste dans l'équilibre de ses bras la lourdeur du bidon de lait ramené à la laiterie pour ensuite en tirer la crème et faire le fromage. Voyez la stabilité de la communication avec le paysage qui est quasiment identique, à l'exception de la laiterie, dont la modernisation apparaît quand même entre deux phases, à peu près à 20 ans d'écart. Mais même si le genre change, en réalité, on est dans une communication stable. La confiance, elle est instruite également, en termes d'innovation, par cette stabilité. C'est-à-dire que l'innovation a d'autant plus de chances d'être acceptée qu'elle manifeste qu'elle ne change que de manière marginale ou positive, à la marge. Presque comme si l'on calculait un coût marginal, eh bien on pourrait dire que l'intégration de la confiance marginale est le facteur qui permet à l'innovation d'entrer sur le marché et de convaincre le consommateur. Alors, il y a des instruments multiples pour favoriser cette confiance, cette médiation et cette communication qui existent dans le milieu agricole. Évidemment, lorsque les comices agricoles dans les années 1830 ou 1840 font une sorte de revue du changement ou de l'innovation, eh bien, le diplôme qui est décerné à tel ou tel agriculteur, c'est une sorte de brevet d'acceptation des changements qu'il introduit, une sorte de guide que l'on détermine en lui remettant un brevet et manifestant la propreté de telle ferme, l'utilisation de telle mécanique, le barattage présenté dans le petit cartouche en haut à gauche, le soin de l'entretien des animaux. Tout ceci concourt à mettre en avant le facteur qui va engendrer l'innovation, c'est-à-dire quels sont les changements nouveaux qu'il faudrait diffuser. Et comment le savoir? Eh bien, en se référant au fait qu'un certain nombre de porteurs de ces inventions ou de ces changements donnent le sens dans lequel on pourrait aller si la confiance ou si le facteur de confiance est attesté.
Autre élément de médiation dans l'innovation ou dans le changement et dans la stabilité, je vous dis qu'il faut aussi introduire des éléments rassurants. La confiance du consommateur découle d'une sorte d'assurance que le produit qu'on lui propose présente. Le local, le rapport à l'ancrage local est très fort dans le mode de communication, même pour faciliter un processus de changement ou d'innovation, parce qu'il y a une confiance rassurante dans cette configuration locale que l'on met en avant. Bon. Configuration locale que vous voyez dans cette publicité sur le coulommiers, dans les années 20, mais configuration locale que vous pouvez constater dans ce texte magnifique d'Ardouin Dumazet, dans ses voyages en France, des éditions qui sont à cheval sur les années 1900, et dans lequel on voit des questions émerger à la fin du XIXe siècle, qui sont exactement les questions du début du XXIe siècle. Vous voyez que le principe de l'innovation, il s'inscrit dans une très très longue durée et que des questions que nous nous posons sont en fait des questions qui étaient déjà d'actualité précédemment. Le camembert vrai, c'est moi qui surligne en rouge, provient de la zone relativement étroite d'herbage comprise autour de Mésidon, Saint-Pierre-sur-Dive, Livarot, Vimoutier. S'il y a des Normands dans la salle, ils confirmeront que le camembert vrai vient bien de cette région-là. On fait 2 millions de ces fromages chaque année. Les imitations en donnent bien davantage. En effet, ce développement extraordinaire a amené un grand nombre de contrefaçons dans des régions n'ayant pour elles ni les traditions des pays de Vimoutier, ni les herbages d'une saveur exceptionnelle de ces hautes vallées normandes. En outre, la production, là où se fait en grand le fromage, a forcément quelque chose d'industriel. Il faut aller bien loin chercher le lait, et le lait de provenance diverse ne saurait donner la qualité que l'on obtient par les laits d'unique origine. C'est pourquoi l'on a aujourd'hui tant de difficultés à trouver un bon camembert. On est avant 1921. Donc, le discours qui est porté là, c'est un discours d'inquiétude par rapport à la confiance que l'on peut avoir ou pas vis-à-vis de ce qui est mis sur le marché. Donc, l'auteur ne dit pas qu'il y a une confiance à donner absolument à toute production de camembert ou à toute innovation. Il dit simplement qu'il faut rattacher la confiance à des facteurs qui peuvent être ceux du local ou de l'ère locale. Dans les années 60, la confiance vis-à-vis de produits, elle peut aussi, ou de recettes que l'on importe ou que l'on introduit, elle peut être liée aussi à tout un contexte qui est le contexte d'une sorte de folklore que l'on intègre, qui devient une sorte d'argument commercial qui est significatif dans la mesure où la contextualisation de la nouveauté doit être rassurante. Bon, la diffusion de la tarte à l'oignon dans les années 60 en dehors de l'Alsace, même si on pouvait très bien la consommer ailleurs, n'était pas nécessairement aussi diffusée que, par exemple, dans de très nombreuses brasseries aujourd'hui qui sont sous un mode alsacien, introduisant la Flammenküche ou des dérivés, des succédanés de tarte à l'oignon, ont introduit le processus d'innovation alimentaire, de transfert de nouveautés, qui, en réalité, dans les années 60, sont présentés comme des traces locales d'un folklore que l'on emporte avec soi lorsque l'on veut le faire ailleurs. Bon, médiatisation, démonstration, c'est évidemment le rôle des expositions universelles. Donc le pavillon français à Milan s'inspirera peut-être du pavillon du thé à l'exposition universelle de Vienne de 1873. Vous voyez qu'on est déjà aussi, enfin je dis déjà, il y a eu d'autres expositions universelles encore avant, hein, 1851 ou 1855, on est déjà dans un processus de communication très fort. Meunier communique de la même manière en 1931 à l'exposition coloniale avec un stand, un bar pour attirer le chaland et puis des consommations gratuites à l'intérieur. Et que fait Meunier ? Il vend sa marchandise, mais en même temps, il pose dans ce contexte de circulation et de mobilité de voyageurs, de consommateurs potentiels, il pose les marques de la confiance. C'est-à-dire qu'il montre ses produits, il montre ce qu'il est, et il instruit de cette manière la possibilité d'innovation.
On pourrait s'appuyer sur d'autres contextes d'innovation. Depuis 1964, le SIAL concourt à être une sorte de vitrine à Paris particulièrement signifiante de ce qu'est l'innovation alimentaire. Aux alentours de 6000 exposants à peu près une centaine de pays représentés, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. C'est une vitrine dans laquelle le test de l'innovation peut être fait. Pour répondre à la question comment l'innovation peut-elle être acceptable ou non, eh bien, il y a un élément de réponse dans cette question de la confiance qui doit être instruite. C'est avant même la confiance, le test de l'acceptabilité. Et des univers de médiatisation comme les salons et comme le SIAL concourent à ce test. Par exemple, avec l'organisation des SIAL d'or, qui sont la mise en avant des nouveautés qui, en étant introduites et avec un certain succès, ont franchi le cap de l'innovation. Donc vous voyez, la médiatisation et la communication de la nouveauté est un facteur déterminant de l'innovation alimentaire. C'est ce qui est à l'origine même de la diffusion ou de l'acceptation de cette innovation. On peut prendre de multiples exemples sur cette médiatisation qui est aussi acquérir la notoriété. Voilà Meunier, vous voyez que la notoriété s'inscrit aussi dans le mental entre l'affiche de Firmin Bouisset ici et puis celle de Carlu là. Il y a exactement le même signe, mais on n'écrit plus, il n'est plus nécessaire d'écrire « éviter les contrefaçons », c'est-à-dire de prendre position sur le marché et d'instruire la confiance. Dans les années 30, le même geste sert simplement à écrire la marque, mais tout le monde lit, en ayant vu l'affiche précédente, « éviter les contrefaçons ». Donc la médiatisation, l'information du consommateur passe par des registres qui sont aussi des registres culturels essentiels, qui peuvent être ceux de la pédagogie, c'est-à-dire instruire dès le plus jeune âge sur ce que sont les produits, et puis qui concourent également dans les processus de médiatisation à la nécessité d'être accompagné par une réglementation qui peut confirmer, au-delà de la notoriété ou au-delà de la communication, que la validité d'un changement ou la validité d'une innovation peut être certifiée par des règles. Et de ce point de vue-là, tout le processus qui, de 1905 jusqu'à 1935, a fait passer d'une réglementation contre les fraudes alimentaires, qui était un facteur décisif de méfiance à la fin du XIXe siècle, à partir du moment où le consommateur était informé, à des lois et des réglementations qui déterminent l'appellation d'origine, qui donc sont certes une lutte contre les fraudes, mais surtout un élément pour rassurer le consommateur, eh bien, on instruit par des règlements ou par un dispositif législatif des éléments qui peuvent concourir à faciliter l'innovation. Alors, l'innovation, c'est parfois aussi savoir maintenir en l'état une situation acquise. Exemple, Congrès du pruneau à Agen en 1927. La stratégie qui est présentée par les marchands, les producteurs de pruneaux, c'est en réalité d'innover, mais dans le sens d'une qualité supplémentaire, c'est-à-dire de renforcer au fond ce qui pourrait être considéré comme traditionnel. Voyez ce que l'attaché commercial de France à San Francisco dit en 1926. Dans un contexte de marché où le pruneau d'Agen diminue ses ventes de manière inquiétante. La Californie a cru devoir, suivant cela un principe très américain, se lancer dans la production intense de fruits de très belle apparence, en ne tenant pas suffisamment compte de l'importance de la qualité gustative de ceux-ci. On peut se demander si les producteurs français n'ont pas le plus grand intérêt, au contraire, à persévérer dans la voie qui leur permettra de garder à la prune française la réputation de haute qualité qu'elle a acquise. Toute la réflexion du Congrès porte sur ça. Comment maintenir une qualité et comment vendre cette qualité? Comment parer la concurrence américaine? Eh bien, le moyen de le faire, c'est l'image qui est à gauche, c'est d'innover dans le sens d'une amélioration significative de la valorisation de cette qualité.
On est aussi dans une innovation, mais on n'est pas dans une innovation du changement, on est dans une innovation de la survalorisation, de la création de valeur sur le produit nouveau que l'on met en situation. Bon, on peut passer sur le pruneau. Pour aller vers le dernier élément, c'est-à-dire sur ce qui, en fin de compte, fait l'acceptation. L'innovation alimentaire, et vu qu'elle a des sources multiples, elle rencontre des acteurs évidemment très nombreux, et ensuite, eh bien, il faut qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait une aimantation à un moment donné pour que l'innovation existe. Elle existe à condition que l'inventivité soit en phase avec le marché. C'est une évidence, hein. C'est un truisme de considérer que si une nouveauté n'est pas en phase avec le marché, elle ne pourra pas réussir. Ce qui suppose donc que les contextes d'introduction de la nouveauté soient propices. Et donc le contexte est particulièrement déterminant pour saisir si cette innovation va être acceptable ou pas. Et les critères d'acceptation vont être cette chaîne que je propose et que l'on pourrait développer en prenant l'exemple de la margarine, je n'aurai pas le temps de le faire, mais on pourrait le prendre en exemple, qui est la compréhension d'un contexte, l'usage qui est présenté et la confiance qui découle de l'usage pour pouvoir introduire la nouveauté. Alors, voyons rapidement comment le rôle de l'inventivité peut être en phase avec un contexte ou pas. Voyons simplement le cas de Félix Potin, magasin de grande distribution épicière, créé en 1844. Qu'est-ce qui signifie, qu'est-ce qui montre que Félix Potin a été en phase avec son marché? Introduction de la vente à grand débit, organisation de la production avec des usines et avec des entrepôts, approvisionnement en province grâce au contexte de l'époque. Le chemin de fer permet d'aller chercher des fournitures et des matières premières beaucoup plus loin. Conditionnement pour identifier ce que l'on veut proposer aux consommateurs. On passe du vrac à des paquets identifiés, alors que dans les années 1950, un siècle plus tard, il y a encore chez de nombreux épiciers le vrac dans lequel on se sert, hein, et non pas le paquet conditionné. Une affaire qui se déploie sur l'ensemble des villes les plus importantes où il y a les marchés de consommation importants. Pourquoi cette affaire se déploie-t-elle dans les villes? Eh bien parce qu'on est dans un processus d'urbanisation, donc d'une demande qui émerge, et donc Félix Potin sait capter cette demande et se mettre en phase avec. Et puis, surtout, être toujours créateur de nouveaux. Sur cette assise de marché bien comprise, Félix Potin peut introduire des nouveautés alimentaires qui rencontrent un succès parce que son dispositif d'encadrement du consommateur répond à des usages ou à des besoins nouveaux. Par exemple, proposer des eaux minérales, 70 sortes d'eau minérale. 70 sortes d'eau minérale qui passent de la pharmacie où elle est vendue, en association avec les stations thermales, à l'épicerie où elle devient produit de grande consommation dès lors qu'elle rencontre le besoin d'une consommation. Mise au point, par exemple, de la mayonnaise express, 15 centimes le paquet, en 1844. Est-ce que c'est une innovation? Non, ça n'en est pas encore une. C'est simplement la mise sur le marché d'un produit nouveau. L'innovation, elle mettra beaucoup de temps avant d'être acceptée. Ce qui me paraît important également, dans ces processus d'acceptation de l'innovation, c'est le rôle du vecteur médical. Dans la création de la confiance, l'allégation ou le rapport à la santé est un élément absolument essentiel. Les eaux minérales sont vendues en pharmacie. Les biscottes de Charles Hudbert sont vendues en pharmacie. Elles sont vendues dans un contexte de santé, avant de devenir des produits de grande consommation. Donc le rapport à la santé peut être quelque chose de significatif. La commutation d'usage, elle peut provenir aussi du contexte et d'une demande. La restauration hors foyer qui se développe et qui rencontre le besoin de ces employés qui n'ont pas le temps de rentrer chez elles et qui vont trouver dans les bouillons du Val une solution de remplacement. Elle peut venir également des propriétés ou de la valeur que l'on reconnaît à un produit. Vous voyez cet exemple, en 1872, le fromage connu sous le nom de Jérôme
par corruption pour Gérard Armé, pays des Vosges, se fabrique principalement dans l'arrondissement de Remiremont, avec du lait fourni par des vaches choisies, etc., etc. Dernier paragraphe. Ce fromage se vend également beaucoup à Nancy et surtout à Paris, donc on est dans un processus de diffusion du marché, où il est très recherché de la classe ouvrière en raison de son bon marché relatif et de ses propriétés nutritives. Vous voyez comment fonctionne l'innovation. Un fromage qui n'était qu'un fromage local, consommé localement parce que c'était une ressource d'usage, va conquérir un marché beaucoup plus loin, simplement parce que les dispositifs d'infrastructure le favorisent et puis parce qu'il y a beaucoup plus loin une population qui est prête à accepter l'innovation, l'introduction de ce fromage. Bon, on pourrait multiplier les contextes pour montrer qu'en fonction des époques, l'innovation a plus ou moins de chances de réussir. On pourrait surtout constater que parfois, le glissement d'une innovation à une autre reprend en fait le même discours, mais l'adapte simplement d'un point de vue contextuel. Vous voyez que la cuisine au gaz dans les années 1890 évoque la rapidité, la sécurité et l'économie, et que dans les années 20 ou dans les années 30, la cuisine électrique évoque le fait qu'elle soit exquise, propre, pratique. Il y a des contextes d'époque. L'utilité d'usage répond à des besoins différents. Bon, avec des commentaires qui peuvent, dans l'image prospective à gauche, être celle de la publicité dans le contexte des années 20 avec l'insistance sur le gain budgétaire, ou dans les textes qui sont à droite mais que l'on ne va pas prendre le temps de lire, montre une sorte de croyance parfois dans une sorte de progrès qui pourrait être un élément de communication sur l'innovation, mais qui ne réussit pas nécessairement. Croyance dans le progrès, c'est parfois, pour ceux qui sont innovateurs, l'argument qu'ils mettent en avant. Vous voyez ici, dans cette description des avantages de la vie électrique, dans un ouvrage d'Albert Robida à la fin du XIXe siècle, vous voyez tout ce qu'il prête aux avantages de l'électricité. Par exemple, la création d'une compagnie générale de l'alimentation avec une série de boutons qui permet d'appeler pour répondre à la demande, à une livraison d'un déjeuner, d'un dîner, et tout est prévu, y compris des repas qui sont pour 2 à 5 personnes ou des repas qui sont pour 5 à 20 personnes. Il suffit de presser sur un bouton et le repas va arriver. Vous voyez, cette manifestation de l'avenir, cette vision de l'avenir est une sorte de manifestation volontaire par les innovateurs de la possibilité de créer le nouveau, dès lors que l'on croit au progrès. C'est évidemment parfois la publicité qui fait cette commutation d'usage. Vous voyez la façon dont ici, dans le contexte de l'alimentation cheminote, on met en évidence l'utilité, le pratique du tube pour favoriser l'innovation. L'innovation n'est pas toujours acceptée partout, au même moment, et a donc des temps de latence en rapport avec les usages. La pomme de terre transformée en 1970, vous voyez qu'il y a la moitié des ménagères américaines qui l'emploient, quand il y a moins de 5% des ménagères françaises qui l'emploient. Autre contexte, autre univers, diffusion de l'innovation avec des rapidités plus ou moins fortes. Les effets différentiels de l'innovation alimentaire, des degrés d'acceptabilité, on peut les mesurer aussi par de très nombreuses enquêtes et des pourcentages qui montrent la diversité. Je vous renvoie, puisqu'on parlait tout à l'heure de la mayonnaise en tube, de la mayonnaise toute prête de Félix Potin, je vous renvoie à l'avant-dernier alinéa, la mayonnaise en tube. Dans les années 1960, au milieu des années 1960, si 42% des jeunes couples en ville l'emploient, en revanche, 14% des ménages à la campagne l'emploient. Donc il y a des distorsions d'innovation qui montrent bien qu'en fonction du contexte, la commutation d'usage n'est évidemment pas la même. Et que pour savoir si l'innovation alimentaire est acceptable, il faut évidemment prendre en compte le contexte dans lequel elle s'inscrit. Bon, je vais achever sur vous voyez que le danger d'inviter un historien, c'est qu'il a tout son temps. En fait, nous avons tout notre temps.
puisqu'on travaille sur le passé. Donc ça nous fait plaisir d'ailleurs de travailler très longtemps sur le passé, parce qu'on a une sorte de sentiment d'éternité, vous voyez, par rapport au prospectiviste qui se dit il faut quand même que j'ai la bonne solution pour dans 10 jours. Finalement, moi j'ai plusieurs siècles derrière moi, je fréquente des personnes qui sont âgées de plusieurs milliers d'années, donc finalement j'ai tout mon temps, ce qui est une illusion complète. Je vais finir sur cette image pour laisser quelques mots tout de même à la salle. Le processus d'acceptation de l'innovation alimentaire, il est lié non seulement à des questions de représentation, de culture, d'utilité, d'usage, mais il est lié aussi, j'ai insisté sur cet aspect, sur la confiance, mais il est lié également à la notion d'acceptabilité ou d'utilité pour le consommateur d'un usage nouveau. Lorsque l'on observe ici, dans des fiches de cuisine d'un magazine féminin en 1990, les propositions de recettes qui sont présentées, elles sont présentées comme des recettes inventives. Bisque de homard, soupe taille aux crevettes, dans les années 1990, ce sont des fenêtres ouvertes sur des formes d'exotisme ou des formes de gastronomie culinaire. Le marché peut très bien se saisir de ces tendances. Bisque de homard d'une certaine marque, soupe taille d'une autre marque. Il y a dans ces produits qui sont mis sur le marché la réponse à un besoin, la réponse à une tendance. Ce qui fait que l'innovation alimentaire va être acceptable, c'est qu'elle rend service à un moment donné aux consommateurs qui ont en charge de faire l'arbitrage et le choix de l'innovation alimentaire. Et d'une époque à une autre, l'acceptation peut être tout simplement le fait que l'usage devienne utile alors qu'il l'était moins auparavant, ou que la communication sur cet usage soit devenue suffisamment signifiante pour que le consommateur s'en empare. Et quand on observe entre 1988 et 1998 le nombre d'acheteurs de soupes toutes prêtes, on voit les 10% d'acheteurs qui ont été gagnés, 69%, on est passé à 78%, tout simplement parce qu'il y a des usages qui, en 1998, sont perçus comme étant utiles, alors qu'en 1988, 10 ans auparavant, ça ne concernait qu'une frange beaucoup plus limitée de consommateurs. Donc, en termes de conclusion, je voudrais signaler, au fond, la réponse à la question que l'on se posait en introduction. En quoi l'innovation alimentaire est-elle acceptable? Et est-elle acceptable? Elle ne l'est qu'à partir du moment où il y a une commutation entre celui qui propose la nouveauté et celui qui l'adopte sur une relation qui fondamentalement est une relation de confiance. Je vous remercie. Alors, il me semble que la complexité de la question agricole et de la fourniture des marchés, elle est en fait liée aux évolutions aussi de tendance des consommateurs qui décident de s'orienter vers des gammes de produits qu'ils sollicitent avec des réflexions sur la naturalité, sur la proximité, sur la qualité du terroir, etc. Mobiliser l'ensemble des filières agricoles sur des formes nouvelles de production, qui d'ailleurs ne sont pas des formes nouvelles, hein, ce sont simplement des résurgences et des adaptations à notre société contemporaine de formes anciennes de production, il me semble que ce serait une vision trop homogène, c'est-à-dire que les différents segments de l'agriculture répondent à des besoins différents. Et donc on peut très bien imaginer qu'il y ait des segments de l'agriculture qui répondent à un approvisionnement urbain de proximité, avec une qualité présumée, ou en tout cas une visibilité pour le consommateur présumée. Ça n'obère en rien le fait qu'il faille maintenir des filières agricoles dont le niveau de production répond à des structures de marché qui sont intégrées dans l'industrie alimentaire. Donc moi je crois plus à la diversité qu'à l'homogénéité d'un discours.
Je ne pense pas qu'il y ait des phénomènes de culture nationale ou liés aux frontières. Je pense que c'est plus une question d'univers, d'information et de connaissance de ceux qui acceptent ou qui n'acceptent pas l'innovation. Je ne pense pas que ça puisse être enfermé dans des frontières nationales. Je pense que ça peut, par contre, être segmenté en fonction des dispositifs d'information dont disposent les consommateurs. Il est évident, il n'y a aucune condescendance dans mon propos, mais il est évident qu'entre un consommateur qui n'aura jamais quitté son univers d'une petite ville dans une région quelconque, et puis quelqu'un qui a l'habitude de circuler à travers le monde, le degré de connaissance, le rapport à la connaissance de la nouveauté ou de la diversité est évidemment tellement signifiant que le degré d'acceptabilité ne va pas être le même chez les deux. Donc c'est moins une prédisposition d'un pays. Je pense qu'il faut se défaire de l'idée que, même si c'est un discours apparent, que la France est forcément un pays dans lequel la tradition doit être maintenue, rappelée, et que ça doit être l'argument avancé systématiquement. Ce serait pas mal aussi de considérer qu'au lieu de décréter l'innovation, parce que ça on ne la décrète pas, on ne décide pas que demain on va innover, c'est pas comme ça que ça fonctionne, du tout, du tout. Il serait mieux de montrer qu'il y a des processus d'innovation dont certains ont réussi et ont transformé des usages, quand on fait la balance entre le gain et la perte, le gain est plus fort que la perte. Bon. Et donc on pourrait montrer que dans l'histoire de France, en se limitant à l'innovation alimentaire, il y a une tradition de transformation, de modernisation et une capacité d'inventivité qui justement montre la possibilité de cette acceptation de l'innovation. Mais est-ce qu'il y a des pays qui sont plus innovants que d'autres? Non. Je pense qu'il y a évidemment des pays où il y a des contextes d'innovation qui sont plus porteurs ou qui sont mis en avant comme étant plus innovants. Mais l'histoire longue des pays montre qu'il y a des stades d'innovation et des temps de latence qui sont plus ou moins forts. Alors de toute façon, l'innovation, c'est le marché qui la décide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer... Lorsqu'un entrepreneur met sur quel que soit le type d'entreprise, hein, que ce soit un restaurateur qui crée une nouvelle recette, que ce soit quelqu'un à la maison qui décide de faire un repas et ce soir de mettre une épice quelconque qu'il ne met jamais d'habitude, ou bien que ce soit un grand industriel de l'industrie agroalimentaire qui décide de mettre une chaîne de produits nouveaux dans la distribution, à chaque fois, il y a une prise de risque. C'est-à-dire que l'introduction de quelque chose de nouveau ou de quelque chose qui change, c'est un risque. Bon, ensuite, est-ce que ça engendre l'innovation? On ne peut pas le déterminer par avance. C'est l'usage qui démontrera que, parce que ce changement répondait à un besoin, il a pu développer l'innovation. Il a pu engendrer l'adoption et l'acceptation de ce changement. Le fait que les industriels soient confrontés à la rapidité ou au turnover de la mise en place de produits nouveaux, c'est la logique du marché à partir du moment où le nombre de concurrents et le nombre de compétiteurs s'accroît. Donc il n'y a pas de réponse, je pense. Enfin, je suis très mal placé en tant qu'historien pour le dire, en tout cas. Je n'ai pas de modèle économique à vous donner. Je ne peux pas vous donner un calcul ou une vision économétrique des choses en vous disant, voilà, tel type d'innovation réussira à tout coup. Elle réussira peut-être ou elle ne réussira peut-être pas parce que le contexte sera à un moment un contexte donné. Donc il y a forcément une prise de risque et cette prise de risque, elle peut être limitée par la bonne perception du marché. Voilà. La question de l'alimentation est ambiguë parce qu'elle introduit les deux dimensions que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire à la fois une information
que l'on pourrait dire diététique, nutritionnelle, alimentaire, enfin sur le contenu. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait du mal? Est-ce que voilà. Bon. Il y a une deuxième dimension qui est est-ce que c'est bon? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'ai envie de consommer ce produit alimentaire? Et là, on entre dans une autre sphère qui est une sphère composée de multiples facteurs culturels qui sont forcément subjectifs et avec lesquels on va être plus ou moins en adhésion en fonction de son expérience et de son ouverture ou de sa fermeture, mais sans jugement péjoratif. Hein. Ce dispositif-là d'ouverture et de consommation de produits nouveaux, c'est l'histoire qui le démontre. On peut difficilement le prédire. Par contre, je conçois parfaitement qu'une entreprise alimentaire puisse se dire, voilà, il y a peut-être une cible de marché possible, donc développons-la. Mais il faut trouver à ce moment-là des arguments qui convainquent, ou il faut trouver un dispositif qui réponde à un usage. Comment aurais-je pu imaginer, quand j'avais 10 ans, qu'un jour, beaucoup plus tard, je ne vous dirai pas combien d'années après, je puisse être assis à Milan, dans un magasin, avec une sorte de chaîne tournante, avec des bols dans lesquels il y a une nourriture japonaise, entre guillemets, et que je consomme cette nourriture qui est devant moi et qui passe, et je saisis ce que je veux. Quand j'avais 10 ans, cette innovation alimentaire-là, j'étais très loin de la concevoir. J'étais très loin de l'imaginer comme possible pour moi. Si je me projette dans la même longueur de temps, peut-être que dans la même longueur de temps, j'aurai dans ma poche, à la fin de la conférence que je viendrai vous faire dans 30 ans, un petit pot avec des insectes en me disant, bon, c'est l'heure de déjeuner, j'en prends 2. C'est beau. Peut-être. Bon, désolé, on va devoir arrêter. Merci à tous pour votre participation. Et merci à vous.